Darkhan, été 2023. En une journée de travail ordinaire, une note apparaît dans le registre de la police, ne se distinguant en rien de dizaines d'autres. Le journal enregistre « Plainte pour odeur, reçue des résidents d'un immeuble d'appartement. Motif de l'appel, réparation de tuyaux. » La formulation est sèche et extrêmement banale. Ce sont des appels typiques qui arrivent de presque tous les jours. Une colonne montante a éclaté, les égouts se sont accumulés, il est impossible de respirer dans la cage d'escalier. Personne ne suppose que derrière cette entrée se cache le début de l'une des histoires les plus difficiles de ces dernières années. Une patrouille de service reçoit l'adresse. Un immeuble standard de 5 étages de construction soviétique. La maison est située dans le quartier résidentiel de Darkhan. Les voisins précisent, lors de la rencontre, l'odeur n'apparaît pas pour la première fois, mais aujourd'hui elle s'est intensifiée à tel point qu'il est devenu impossible de rester dans l'entrée. La précision est enregistrée dans le procès verbal. 2 policiers montent à l'étage. Dès les escaliers, ils comprennent, la plainte est justifiée. L'odeur est vraiment forte, dense, difficilement supportable. Sa source est évidente, un appartement spécifique. Conformément aux instructions, les officiers doivent s'assurer que tout est en ordre à l'intérieur et, si nécessaire, appeler les services communaux. Un coup de sonnette, des pas derrière la porte. La porte est ouverte par un homme, le propriétaire de l'appartement. À première vue, aucune infraction. Les meubles sont à leur place, la lumière est allumée, l'ordre règne. Mais l'odeur à l'intérieur est encore plus forte que dans l'entrée. Les policiers notent les détails. Elle ne provient ni de la cuisine ni de la salle de bain, mais d'une pièce fermée. La porte y est hermétiquement close. Selon le protocole, ils demandent au propriétaire d'ouvrir la pièce. Ils gagnent du temps, se référant au fait qu'il y a un entrepôt de choses. Mais il n'y a pas de refus. La porte est tout de même ouverte. La scène à l'intérieur change immédiatement la nature de la visite. Sur le sol se trouve un paquet massif, plusieurs couches de tissu étroitement enroulées, les bords liés par des cordes. La surface du paquet est saupoudrée d'une substance poudreuse. Par la couleur et la structure, les experts détermineront plus tard. C'est un mélange de sel et de chaux. L'utilisation précisément de ces matériaux ne peut pas être imputée au hasard. C'est une méthode connue de ceux qui tentent d'arrêter les processus se produisant avec la matière organique. Comprenant l'ampleur de la découverte, les officiers appellent les criminalistes. Ceux-ci arrivent une demi-heure plus tard. L'inspection est menée selon les règles. Chaque pas est enregistré, la photographie et la vidéographie sont activées. Les spécialistes commencent délicatement à ouvrir le paquet. D'abord, ils coupent le tissu extérieur, puis retirent couche par couche. Chaque mouvement est accompagné d'une marque de temps et d'une description. Le paquet est encombrant, traité manifestement pas pour le stockage de choses. Chaque minute, il devient plus évident. Ce n'est pas quelque chose de banal qui se cache à l'intérieur. Et enfin, la découverte est officiellement confirmée. Des restes humains momifiés sont découverts à l'intérieur du paquet. Le rapport d'inspection indique « c'est une personne adulte », mais ni le sexe, ni l'identité, ni la cause du décès ne peuvent être établis à ce moment-là. Cela nécessitera une expertise ultérieure. Le propriétaire est présent dans l'appartement. Sa réaction et son comportement sont également enregistrés. Les officiers notent qu'il est à proximité, n'essaie pas de s'échapper, mais ne montre pas non plus d'intérêt ou d'inquiétude naturelle. Dans de tels cas, chaque petit détail devient une partie du tableau. L'inspection primaire se conclut par une conclusion clé. L'affaire ne peut pas être considérée comme un incident domestique. La plainte pour odeur est officiellement classée. Il s'agit maintenant d'un fait de découverte de restes humains et d'un motif d'ouverture d'une affaire pénale pour un éventuel meurtre. À partir de ce moment commence une enquête complète. Et la première question à laquelle l'enquête doit répondre est très simple. À qui appartient l'appartement où la découverte a été faite? Et qui peut être lié au paquet découvert? La famille Baterdener ne s'est jamais démarquée des autres habitants de leur immeuble de Darkhan. C'étaient des gens tout à fait ordinaires. Le chef de famille, Namjil, âgé de 48 ans à l'époque, travaillait sans faire de bruit, ne cherchait pas une grande notoriété et ne maintenait pas de liens sociaux actifs. Sa femme, Aizu, plus jeune que lui de quelques années, menait une vie domestique habituelle. Ils avaient 2 enfants adultes qui avaient déjà déménagé il y a longtemps dans la capitale, à Oulan-Bator. Ainsi, seuls les époux restaient constamment dans l'appartement. Ce détail deviendra plus tard essentiel, mais à ce moment-là, personne ne lui accordait d'importance. Aux yeux des voisins, il n'y avait rien d'inquiétant dans leur vie. Dans les témoignages donnés plus tard, les mêmes mots se répétaient, calme, solitaire, ordinaire.
Les gens ne les connaissaient que sous un format quotidien. Ils les voyaient dans l'entrée, les rencontraient parfois dans la cour, mais aucun contact étroit ne se tissait. Les époux n'organisaient pas de fêtes bruyantes, ne se disputèrent pas, ne se querellaient pas avec les voisins et n'appelaient jamais la police. La régie immobilière n'avait pas non plus de plaintes à leur sujet. En substance, la famille Bat Erden semblait complètement discrète. Des centaines de familles sont comme ça. Elles paient tranquillement leurs charges, nettoient la zone à temps et essaient de ne pas s'immiscer dans la vie des autres. Pour l'entourage, c'était même une sorte de garantie de stabilité. Dans les immeubles, il y a toujours quelques appartements de ce genre. Leurs habitants ne participent presque pas à la vie de la cour, mais en même temps, ils ne causent jamais de problème. C'est pourquoi le nom Bat Erden n'est jamais apparu, avant 2023, ni dans les rapports de police, ni dans les listes de plaintes des habitants. Toutes leurs descriptions tenaient en quelques mots, et cela ne faisait qu'amplifier le contraste avec ce qui s'est passé plus tard. Cependant, le tableau de la tranquillité s'est fissuré en 2019. Cette année-là fut le point après lequel la vie de la famille cessa d'être ordinaire. C'est alors qu'Aizu cessa d'apparaître dans les lieux habituels. Les voisins ne la voyaient plus ni à l'entrée, ni dans la cour, ni même aperçue à la fenêtre. Les proches ont également noté que les rencontres et les appels avaient cessé. Il n'y avait plus de visites, plus de conversations habituelles. Tout s'était arrêté de manière inattendue. Avec le temps, l'absence d'Aizu cessa d'être remarquée. Namjil assurait à ses connaissances que sa femme était partie chez des parents. Il montrait de rares messages de sa part sur les réseaux sociaux. En général, cela semblait plausible, car les gens partent parfois pour de longues périodes. Mais les détails, dates, lieux, explications, n'apparaissaient toujours pas. Pour l'entourage, cela restait un sujet clos. Le fait, qui sera plus tard enregistré dans les dossiers de l'affaire, est sec. Aizu a disparu de la scène publique précisément en 2019. Depuis lors, personne ne l'a revu personnellement. Pendant 4 ans, son absence est restée cachée sous les explications de son mari et sous des messages formels sur Internet. Et c'est cette ligne, une famille tranquille qui a soudainement perdu l'un de ses membres et a continué à vivre comme si de rien n'était, qui deviendra la contradiction clé de l'enquête ultérieure. Ainsi, l'image de la famille normale s'est effondrée. À la place d'une cellule sociale calme et discrète, les enquêteurs se sont retrouvés face à une histoire où tout s'est avéré construit sur la dissimulation et la tromperie. Et à ce stade déjà, il est devenu clair. Ce qui semblait être une vie ordinaire n'était qu'une façade. Derrière elle se cachait ce qui a finalement conduit à l'affaire la plus retentissante de ces dernières années, à Darkhan. Quand Aizu cessa d'apparaître dans la maison et dans la cour, l'attention des voisins et des connaissances se tourna immédiatement vers son mari. Dans leur maison, c'était toujours lui qui semblait être le principal, l'homme qui avait toutes les affaires domestiques entre ses mains. Et c'est lui qui donna les explications lorsque l'on commença à poser des questions sur la raison pour laquelle Aizu n'était pas vue depuis longtemps. Namjil avait toujours la même réponse. Elle était partie chez des parents. La réponse était calme, sans émotion, prononcée comme si c'était une chose routinière qui ne nécessitait pas de détails supplémentaires. Dans ces mots, il n'y avait ni spécificité, ni date, ni lieu, seulement une formulation générale. Mais cela suffisait. Au début, personne ne posa de questions de clarification. Les gens acceptèrent la version comme allant de soi, et progressivement elle se transforma en une vérité officieuse, en une explication commode pour tous. Afin de maintenir cette légende, Namjil fit un autre pas. Il montra des échanges sur les réseaux sociaux. Les messages provenaient du compte d'Aizu. Leur contenu se résumait à des phrases courtes et monotones. « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt ». Ces messages ressemblaient à des réponses de routine, sans détails personnels, sans les mots ou les salutations qui lui étaient caractéristiques. Mais les proches n'y prêtèrent pas attention. L'important était que des réponses provenaient du compte, donc la personne était en contact. C'est ainsi que beaucoup s'expliquaient la situation. Et bien que dans des circonstances normales, cela aurait pu susciter des soupçons, la crédulité des proches joua ici un rôle. La correspondance a résolu plusieurs problèmes à la fois. Elle a rassuré les enfants qui voulaient savoir comment vivait leur mère. Elle a convaincu les parents éloignés qu'Aizu allait bien. Et elle a protégé Namjil des questions inutiles des voisins. Tous voyaient la confirmation sur l'écran du téléphone et considéraient la situation comme claire. Personne n'a vérifié de quel appareil ces messages provenaient. Personne ne s'est demandé pourquoi il n'y avait pas eu un seul appel vidéo, pas une seule photo prise dans un nouvel endroit pendant 4 ans. Il semblait que les excuses quotidiennes, occupation, mauvaise connexion,
fatigue, couvraient tous les doutes. Les proches étaient habitués à faire confiance. Et c'est précisément cette confiance qui est devenue l'outil clé de Namjil. Il n'a pas inventé d'histoires compliquées, n'a pas construit de longues explications. Quelques phrases prononcées d'une voix égale et quelques messages courts lui suffisaient pour garder le contrôle. Même lorsque quelqu'un remarquait en passant l'étrangeté du fait que le contact se limitait uniquement à des textes, le mari trouvait toujours une excuse simple. Il disait « La connexion est mauvaise là-bas » ou « Elle ne peut pas parler maintenant, elle est occupée ». Et cela suffisait à clore la conversation. Le principal élément qui a joué en sa faveur est l'absence de démarche officielle. La police ne commence toujours les recherches qu'après qu'une personne a déposé une déclaration de disparition. Mais dans ce cas, il n'y a pas eu de déclaration. Ni le mari, ni les enfants, ni les proches ne sont allés à la police. Formellement, pour les autorités, tout semblait indiquer qu'Aizu vivait simplement ailleurs et que sa famille savait où. C'est cet échappatoire qui a permis de cacher la vérité pendant de longues années. Lorsque l'affaire est arrivée à l'enquête, ce fait a été enregistré dans les dossiers comme l'un des détails clés. Les documents indiquent sèchement Aizu Bat Erdene n'a jamais été porté disparu. Pendant 4 ans, son absence n'a jamais été officiellement enregistrée comme un problème. Sur le papier, elle existait comme une personne ordinaire qui, pour une raison quelconque, n'apparaissait pas dans une ville, mais vivait ailleurs. Et c'est précisément cela qui a joué contre elle. Ainsi, une simple légende, construite sur des réponses courtes et une phrase générale du mari, a permis de cacher la réalité pendant 4 ans. Les voisins ont cessé de poser des questions, les proches ont cessé de s'inquiéter. La police n'avait aucune raison formelle d'intervenir, et seule une vérification accidentelle en 2023 a brisé cette image artificiellement créée. À partir de ce moment, l'histoire a cessé d'être un récit de « femmes disparues » et s'est transformée en une enquête où les circonstances réelles et de nouveaux faits qu'il était impossible d'ignorer davantage sont passés au premier plan. Lorsque les policiers ont remis la découverte aux experts, l'enquête est immédiatement passée à un nouveau niveau. L'expertise médico-légale, dans de tels cas, devient toujours l'élément central. C'est elle qui apporte les réponses aux questions auxquelles ni les voisins, ni les proches, ni même le propriétaire de l'appartement ne peuvent répondre. À la morgue, le paquet a été soigneusement ouvert. Les spécialistes ont enregistré chaque détail pas à pas. L'état des tissus, les traces de traitement par des substances, les signes du temps écoulé depuis le décès. Toutes les actions ont été menées en stricte conformité avec le protocole, afin qu'il n'y ait plus tard le moindre doute sur la fiabilité des conclusions. Initialement, les experts ont examiné visuellement les restes, ont noté les particularités de la dentition et ont immédiatement fait une demande à la polyclinique municipale, où Aizu avait été suivi pendant différentes années. Des dossiers de traitement dentaire y avaient été conservés. Parallèlement, un test ADN a été commandé. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons auprès de ses proches, ses enfants et sa famille. Une analyse génétique a été effectuée en laboratoire et les résultats ont été entièrement concordants. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Les restes trouvés appartenaient même bien à Aizu Bat Erdene. Cette nouvelle a définitivement brisé l'illusion de son voyage chez des parents. En un instant, toutes les conversations et les assurances de Namjil se sont transformées en paroles vides. La police avait désormais en main, non pas des suppositions, mais un fait confirmé. La femme, que l'on croyait partie en 2019, était restée dans la maison tout ce temps. L'étape suivante fut de déterminer la cause du décès. Les experts médico-légaux ont examiné attentivement le crâne, les os et les tissus conservés. Ils ont découvert des lésions caractéristiques dans la région de la tête, qui n'auraient pu apparaître qu'à la suite d'un coup violent avec un objet lourd. Ce n'était pas la conséquence d'une chute accidentelle ou d'une maladie. La blessure était survenue de son vivant et était incompatible avec la poursuite de la vie. Le rapport des experts indiquait clairement la cause du décès était un coup porté à la tête avec un objet contondant. Le degré de destruction des tissus a permis de déterminer l'ancienneté approximative, environ 4 ans. Cette durée coïncidait entièrement avec le moment de sa disparition. Ainsi, la version selon laquelle Aizu était simplement parti et n'avait pas maintenu le contact en raison d'une mauvaise connexion ou d'une occupation a finalement perdu tout son sens. L'expertise médico-légale a montré qu'elle était décédée à peu près au moment où elle avait disparu. L'enquête disposait désormais d'un fait essentiel. Le décès avait un caractère violent. Parallèlement à l'expertise, une perquisition a eu lieu dans l'appartement. Chaque pièce a été examinée en détail, enregistrant même les moindres détails.
Les armoires, les étagères, les effets personnels, les vieilles boîtes ont été inspectées. Une attention particulière a été accordée aux objets qui auraient pu appartenir à Aizu. Et c'est au cours de ces actions qu'un indice crucial a été trouvé. Son téléphone. L'appareil était posé dans un tiroir parmi des papiers et des objets inutiles. Extérieurement, il semblait intact, mais la batterie était complètement déchargée. Lorsque les spécialistes ont restauré les données, il s'est avéré que la dernière activité du téléphone remontait à 2019. Après cette date, il n'y avait plus d'appels, plus de messages, plus de connexions au réseau. Cette découverte fut décisive. Si l'on en croit la version du mari, Aizu est parti chez des parents et a vécu séparément pendant tout ce temps. Mais alors, un fait évident se pose. Une personne ne part pas sans téléphone, surtout de nos jours. Il est impossible d'imaginer qu'elle l'ait laissé à la maison et ne l'ait pas utilisé toutes les années suivantes. Une vérification officielle a confirmé, le téléphone n'a jamais quitté l'appartement. Cela signifiait qu'Aizu non plus ne l'avait pas quitté. L'enquête avait désormais en main 3 faits solides. L'identification confirmée des restes, la conclusion d'un décès violent et les preuves sous la forme du téléphone laissé à la maison. Toutes ces circonstances indiquaient la fausseté de la version de Namjil. Il parlait de voyage et de correspondance, mais l'expertise a montré la correspondance était menée à partir d'un appareil qui se trouvait chez lui et la propriétaire de cet appareil ne pouvait plus la mener. Ainsi, l'affaire est officiellement passée de la catégorie des personnes disparues à celle d'une enquête pour meurtre. C'était une direction fondamentalement nouvelle. La police devait établir qui et dans quelles circonstances avait porté le coup mortel et comment, pendant 4 ans, la famille et les voisins étaient restés dans l'ignorance totale. L'attention de l'enquête s'est désormais concentrée sur une seule personne, le mari d'Aizu, qui avait vécu tout ce temps à côté du secret caché. Lorsque le travail des criminalistes a confirmé l'identité des restes retrouvés et établi qu'il s'agissait bien d'Aizu Bat Erdene, l'enquête a franchi une première étape décisive. Dès cet instant, les enquêteurs n'avaient plus de doute. La personne principale et unique qui aurait pu être impliquée dans sa disparition et dans ce qui s'était passé dans l'appartement était son époux, Namjil. Le statut procédural a été officiellement modifié. Si auparavant il était considéré comme témoin et propriétaire du logement où les investigations étaient menées, il est désormais devenu le principal suspect. Le moment de l'arrestation fut également effectué en bonne et due forme. Les policiers présentèrent le mandat, expliquèrent ses droits et le motif de son arrestation. Ensuite, il fut menotté et conduit au poste. Pour l'enquête, c'était un événement marquant. L'homme qui, pendant 4 ans, avait simulé une vie normale et assuré à son entourage que sa femme était vivante et en voyage, se retrouvait désormais officiellement au centre d'une affaire criminelle. L'interrogatoire a commencé dans un cadre standard, un bureau, la présence de l'enquêteur, du secrétaire, de témoins. Chaque mot était consigné dans le procès-verbal. Namjil a d'abord été informé des résultats de l'expertise. L'enquêteur a déclaré directement que les experts avaient confirmé l'identité de la victime. Pour n'importe qui, une telle information aurait été un choc. D'habitude, à ce moment-là, on enregistre des réactions vives, pleurs, cris, déni, crises émotionnelles. Mais dans ce cas, le procès-verbal a enregistré le contraire. Il n'a manifesté aucune émotion. Son visage était resté calme, sa réaction a été contenue, presque indifférente. Cette absence d'émotion est en soi devenue un détail qui a soulevé de sérieuses questions. Ensuite, on lui a donné l'occasion de s'expliquer. L'enquêteur lui a posé une question directe. Comment expliquer que son épouse, qui était censée être partie en 2019, se trouvait tout ce temps dans son appartement? Namjil a répété la même phrase qu'il avait dite aux voisins et aux proches. Elle est partie. Mais maintenant, des faits concrets, enregistrés par l'expertise, s'opposaient à lui. Il n'y avait ni logique ni conviction dans ses paroles. À la question de clarification sur la manière dont sa femme aurait pu partir et se retrouver dans la pièce où elle s'était trouvée, il a gardé le silence. Le procès-verbal a noté, a refusé de répondre. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Après cela, l'enquêteur a présenté une autre preuve. Le téléphone d'Aizu, retrouvé lors de la perquisition, a été posé sur la table. La question était directe. Si elle était vraiment partie et envoyait des messages de loin, comment expliquer que son téléphone se soit trouvé à la maison pendant ces 4 années? Namjil a de nouveau tenté de s'en sortir. Sa réponse a été courte. Elle l'a oublié. Mais cette version n'a pas non plus résisté à la vérification. Les experts ont analysé l'appareil. Il a été établi que c'est de cet appareil que les messages étaient envoyés aux enfants et aux proches.
La localisation a montré, pendant toutes ces années, le téléphone n'a jamais quitté l'appartement. Ces signaux étaient enregistrés exclusivement au lieu de résidence. Ainsi, une preuve après l'autre, sa légende s'effondrait. Première contradiction, les restes retrouvés. Deuxième, le téléphone. Troisième, l'absence d'appel et de contact personnel pendant 4 ans. Chaque nouveau fait rendait ces explications de plus en plus insoutenables. Les enquêteurs ont enregistré. Les paroles de Namjil divergent des résultats de l'expertise, et ces versions ne sont confirmées par aucune donnée. Au final, l'interrogatoire s'est achevé par la rédaction des documents de détention. Son statut a été définitivement établi. Il était désormais considéré comme suspect dans la dissimulation et l'éventuel meurtre de sa femme. Il a été transféré au centre de détention provisoire. Pour l'enquête, cela signifiait le début d'une nouvelle étape. Il fallait reconstituer toute la chronologie des événements, comprendre comment il avait réussi à cacher la vérité pendant toutes ces années et rassembler des preuves pour le tribunal. L'histoire de la disparition s'est transformée en une affaire criminelle avec un accusé concret. Tout ce qui semblait auparavant n'être que des versions ou des rumeurs était désormais confirmé par des documents et des preuves. Les enquêteurs passèrent à l'étape suivante, la vérification de tous les détails de sa vie pendant ces 4 années et le recueil des témoignages des proches. C'est précisément cela qui devait finalement montrer comment il avait réussi à maintenir si longtemps l'illusion d'une famille normale. Les enquêteurs ont abordé l'affaire de manière très systématique. Il fallait non seulement établir le fait de la découverte dans l'appartement, mais aussi prouver en détail qu'Aizu n'aurait pas pu mener une vie autonome après 2019. Pour cela, tout a été vérifié, des comptes bancaires à sa trace numérique. Chaque détail avait son importance, car c'est de ces détails que se compose l'ensemble du tableau. La première étape a consisté en des demandes officielles aux banques et aux organismes de crédit. Tout intéressait, les versements de salaire, les prestations sociales, les retraits d'espèces, les achats en magasin, même les petits virements via les distributeurs automatiques. Les réponses sont arrivées rapidement et ont révélé un tableau étonnant. La dernière activité avait été enregistrée à l'été 2019. Après cela, une absence totale de transactions. Les comptes sont restés ouverts, les cartes valides, mais elles n'étaient tout simplement pas utilisées. Pour une personne ordinaire, cela semblait illogique. Même si Aizu avait vécu modestement, l'argent aurait été nécessaire pour la nourriture, le transport, les médicaments. Le silence total dans les banques signifiait que sa vie financière s'était interrompue à un moment précis. L'étape suivante fut l'étude de ses contacts. On a d'abord vérifié les appels et messages officiels. Les opérateurs de téléphonie ont fourni le détail. Une ligne claire se dessinait. Après la mi-2019, tous les appels avaient disparu. Il n'y avait que de rares correspondances, et exclusivement par SMS. Pas un seul appel vocal. Pour une personne qui avait toujours activement maintenu le contact avec ses proches, cela semblait anormal. Parallèlement, ses enfants furent motoconvoqués pour un entretien. Ils confirmèrent. Ils n'avaient jamais parlé directement à leur mère pendant 4 ans. Tous les contacts se résumaient à des messages dans les messageries instantanées. De plus, ces messages semblaient étrangement monotones. Il n'y avait pas la chaleur habituelle, pas de détails sur la vie, pas d'expression personnelle. Seulement des phrases sèches. « Je vais bien, je reviens bientôt, ne vous inquiétez pas ». Pour les enfants eux-mêmes, cela semblait étrange à l'époque, mais leur père leur assurait que tout allait bien. Quand ils essayaient de poser des questions sur la raison pour laquelle leur mère n'appelait pas, Namjil répondait chaque fois de la même manière « Elle a une mauvaise connexion là-bas ». Parfois, il ajoutait qu'elle avait un vieux téléphone ou qu'il était difficile de parler à voix haute. Ces explications semblaient plausibles, mais seulement jusqu'à ce que l'enquête ne vérifie ces appareils numériques, les experts en cybersécurité ont minutieusement examiné les comptes d'Aizu. Ils ont vérifié les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les courriers électroniques. Il s'est avéré que toutes les connexions à ces comptes provenaient d'une seule adresse IP, l'Internet domestique de la famille Bat Erden. L'emplacement n'a jamais changé, même lorsque les échanges prétendument indiquaient qu'elle se trouvait ailleurs. Une analyse supplémentaire a montré que les messages étaient envoyés depuis le téléphone qui se trouvait à la maison tout ce temps. C'est précisément cela qui fut le tournant. Le téléphone, qui selon la version du mari aurait dû être avec elle, quelque part, n'a en fait jamais quitté l'appartement. De plus, lorsque les experts ont restauré les données, il s'est avéré que depuis la mi-2019, l'appareil n'avait pas du tout été utilisé pour son usage principal. Aucun appel n'avait été passé, l'appareil photo n'avait pas été allumé,
Même les alarmes n'avaient pas été réglées. Il fonctionnait uniquement comme un outil de correspondance. Tout cela a permis à l'enquête de reconstituer un tableau cohérent. La vie financière d'Aizu s'est arrêtée en 2019. Il n'y avait plus de communication vocale avec les enfants. Le téléphone est resté à la maison et a été utilisé pour simuler sa présence. Les messages qu'elle était censée avoir écrits étaient froids et impersonnels. Tout indiquait qu'une seule personne avait accès aux comptes et aux appareils, Namjil. Dans leur rapport, les experts l'ont formulé de manière extrêmement claire. La date de sa disparition numérique coïncidait avec la mi-2019. Après cette date, Aizu, en tant que personne indépendante, a cessé d'exister dans le champ de l'information. Tout ce qui apparaissait en son nom était contrôlé et généré par une autre personne. Cette conclusion est devenue la preuve clé que la version « elle est partie » était entièrement fabriquée. Ainsi, l'enquête a pu non seulement détruire la légende du mari, mais aussi fixer le moment précis où la vie d'Aizu s'est effectivement interrompue. Et maintenant, l'étape suivante se posait logiquement. Il fallait comprendre comment Namjil avait pu cacher la vérité pendant 4 ans. Après 2019, le mode de vie habituel dans cet appartement a changé au-delà de toute reconnaissance. Les voisins ont remarqué que Namjil a commencé à se comporter comme s'il s'isolait délibérément du monde extérieur. Si auparavant il pouvait sortir dans la cour, parler aux voisins de choses quotidiennes, s'attarder près de l'entrée et échanger quelques phrases sur les questions communales, progressivement ces contacts ont pratiquement disparu. On ne le voyait plus dans les lieux communs, il apparaissait de moins en moins dans la rue et ne participait pas à la vie de la maison. Beaucoup se souvenaient que même lors d'une rencontre, il se limitait à de brefs hochements de tête et s'efforçait de terminer la conversation le plus rapidement possible. Ce qui était particulièrement troublant, c'était la façon dont il traitait les visites de personnes extérieures. Pour les vérifications planifiées, qu'il s'agisse de plombiers, d'électriciens ou d'employés de la régie, les portes restaient fermées. Aux demandes d'inspection des équipements, il répondait par un refus et expliquait à chaque fois la même chose : « Je ferai tout moi-même ». En apparence, cela pouvait sembler être une manifestation d'autonomie, une habitude de se débrouiller sans aide. Mais au fur et à mesure que la situation se répétait, on avait l'impression que son objectif n'était pas de réparer lui-même, mais d'empêcher quiconque d'entrer dans l'appartement. Lorsque les proches venaient les rendre visite, le tableau devenait encore plus éloquent. Il les recevait à la porte, dans le couloir, et donnait toujours l'impression d'être pressé. Dans de rares cas, il leur permettait de passer à la cuisine, où ils pouvaient y s'asseoir et discuter. Mais l'accès aux pièces éloignées restait fermé. Les portes y étaient toujours verrouillées ou entr'ouvertes. Et même les proches ne pouvaient pas voir ce qui se trouvait derrière. Aux questions directes sur sa femme, il répondait par les mêmes phrases, comme apprises par cœur. Elle dort, elle est sortie faire des courses, dans la salle de bain. Aucune réponse n'était concrète. Pas une seule fois il n'a proposé de l'appeler ou de montrer où elle était. Au début, cela était perçu comme une petite étrangeté, mais en se répétant année après année, il est devenu clair que de telles explications ne semblaient plus plausibles. Les enquêteurs ont étudié séparément la manière dont il maintenait l'apparence de sa présence. Et ici, un autre détail important est apparu. Dans les magasins voisins, Namjil était bien connu. Il achetait régulièrement des articles qui appartenaient clairement à sa femme. Il s'agissait d'articles d'hygiène personnelle, parfois même de nouveaux vêtements. À la caisse, ces achats ne suscitaient pas de questions. Cela donnait l'impression qu'il s'occupait simplement de sa femme, qui était soit occupée, soit temporairement absente. De plus, il ne cachait pas ses achats. Dans ses conversations avec ses enfants ou ses proches, il les mentionnait comme preuve qu'Aizu continuait de faire partie de leur vie quotidienne. Pour un observateur extérieur, cela pouvait servir de confirmation que la femme était bien quelque part. Simplement, elle n'apparaissait pas. Progressivement, tout un système est devenu évident. Sa solitude, son refus de laisser entrer quiconque dans l'appartement, ses réponses stéréotypées aux questions sur sa femme, la démonstration de ses achats. Tout cela s'assemblait pour former un tableau cohérent. Namjil créait délibérément l'illusion qu'une vie normale continuait dans la maison, alors que la figure clé de cette vie avait disparu depuis longtemps. Chacune de ces actions avait un but, maintenir cette fausse apparence, sans permettre à personne de douter de ses paroles. Pour l'enquête, ce fut un tournant décisif. Il était désormais clair que ce que les voisins appelaient simplement un comportement étrange représentait en réalité une dissimulation méthodique et systématique de la vérité. Il ne l'avait pas construite spontanément, ni de temps en temps, mais au fil des ans, pas à pas, vérifiant jusqu'où il pouvait aller.
Et c'est précisément ce plan minutieusement élaboré qui lui a permis de maintenir une apparence de normalité pendant 4 ans. Tous les faits recueillis ont finalement confirmé qu'il ne s'agissait pas d'habitudes domestiques ou de bizarreries personnelles, mais d'un comportement délibéré, indiquant une dissimulation froide et à long terme. Pour l'enquête, il restait une prochaine étape. Comprendre comment il avait réussi à maintenir ce mensonge si longtemps et quels détails à l'intérieur de l'appartement pouvaient éclairer ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Après les premières procédures, les enquêteurs ont compris qu'une simple inspection de surface de l'appartement ne suffirait pas. Les preuves matérielles qui pourraient directement indiquer les circonstances de ce qui s'était passé devaient se trouver quelque part à l'intérieur des lieux. La décision fut prise d'organiser une perquisition répétée, mais cette fois avec la participation de spécialistes et l'utilisation de moyens techniques. Le plan était simple: vérifier chaque recoin de l'appartement, démonter toutes les structures possibles et exclure toute possibilité que des preuves cachées puissent y subsister. La perquisition commença tôt le matin. Des criminalistes, des agents et des témoins étaient présents. Un plan de travail détaillé fut élaboré afin de ne rien manquer. Ils commencèrent par le salon. Ils examinèrent attentivement les meubles, les livres, les objets sur les étagères. Ensuite, ils passèrent à la chambre à coucher. Une attention particulière fut accordée au sol, aux murs et aux conduits de ventilation. Ils utilisèrent des sondes spéciales, des lampes ultraviolettes, des caméras thermiques, tout ce qui pouvait aider à détecter des vides ou des anomalies. Ils vérifièrent même les tuyaux et les prises électriques, documentant chaque étape dans le procès-verbal. Le travail avançait lentement. L'appartement semblait vide et n'avait pas été rénové depuis longtemps. Les meubles étaient à leur place. La poussière couvrait les coins. Aucune trace d'intervention n'était trouvée. Mais c'est précisément dans de telles situations que l'attention aux détails devient décisive. Et après plusieurs heures de recherche, les criminalistes remarquèrent un détail. Une lame de plancher dans la pièce du fond n'était pas aussi bien ajustée que les autres. Une légère pression la faisait céder et plier légèrement. Au début, cela aurait pu être attribué à une usure normale, mais une vérification montra que la planche bougeait trop facilement. La lame de plancher fut délicatement soulevée. Dessous, une petite niche fut découverte. La taille était telle qu'on pouvait y cacher des objets, sans éveiller les soupçons d'un visiteur occasionnel. À l'intérieur se trouvait un sac en polyéthylène. Il fut immédiatement photographié, puis retiré et déplié. La première chose qui tomba entre les mains des enquêteurs fut des documents. Parmi eux se trouvait le passeport d'Aizu. C'était précisément le document dont l'absence rendait possible la version de son départ. Ce moment devint décisif. Si le passeport était caché sous le plancher et conservé dans l'appartement toutes ces années, cela signifiait qu'aucun voyage n'avait eu lieu. La femme n'aurait pu se rendre ni dans une autre ville, ni encore moins à l'étranger. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. Dans l'évidement gisait un autre objet, un marteau ordinaire avec un manche en bois. À première vue, il ne se distinguait en rien d'un outil courant que l'on peut trouver dans n'importe quelle maison. Mais les spécialistes remarquèrent immédiatement des taches caractéristiques sur le percuteur. La couleur et la structure de ces traces permettèrent de supposer que l'outil aurait pu être utilisé au moment de la tragédie. L'objet fut soigneusement emballé, scellé et inscrit sur la liste des preuves. Il fut envoyé pour une expertise criminalistique approfondie, afin de confirmer ou d'infirmer le lien avec les blessures découvertes sur la femme. Ainsi, la perquisition répétée donna immédiatement 2 résultats clés. Premièrement, le passeport d'Aizu fut retrouvé, ce qui détruisit complètement l'histoire de son long départ. Deuxièmement, un outil potentiel, qui aurait pu être l'arme du crime, fut découvert. Ces découvertes modifièrent le cours de l'affaire. Désormais, l'enquête disposait non seulement d'indices indirects et de témoignages de voisins, mais aussi de preuves matérielles qui liaient directement le mari à ce qui s'était passé. Après l'enregistrement des découvertes, l'appartement fut scellé et les objets envoyés pour expertise. Les enquêteurs comprenaient que si l'analyse confirmait l'origine des taches sur le marteau, la base de preuves contre Namjil deviendrait pratiquement irréfutable. L'affaire entrait dans une nouvelle phase, où l'essentiel restait d'établir le mécanisme exact des événements et de confirmer l'intention. L'étape suivante était évidente, l'expertise des preuves et leur consolidation juridique dans le dossier. Lorsque les enquêteurs trouvèrent le marteau sous les lames de plancher, il fut immédiatement consigné dans le procès-verbal et soigneusement emballé dans des conteneurs spéciaux. De tels objets attirent l'attention non seulement par leur état, mais aussi par le contexte dans lequel ils sont découverts.
Ce n'était pas un outil visible dans un tiroir avec d'autres objets, mais un objet délibérément caché sous le plancher, à côté des documents d'Aisu. Le simple fait de le cacher indiquait que le propriétaire de l'appartement ne voulait pas que quiconque tombe sur cet objet. L'examen externe montra que des traces brunâtres subsistaient sur le percuteur et une partie du manche en bois, et elles semblaient anciennes. Les enquêteurs ne se pressèrent pas de tirer des conclusions sur place, mais même pour un œil non professionnel, il était évident que le marteau n'avait manifestement pas été utilisé pour des réparations. Après la rédaction de tous les documents, l'outil fut envoyé au laboratoire. Là, il subit plusieurs étapes de recherche. Tout d'abord, les spécialistes enregistrèrent son aspect extérieur. Ils le photographièrent sous tous les angles, mesurèrent ses dimensions, dressèrent une description allant jusqu'aux éraflures sur le manche. Puis vint le temps de l'analyse primaire. Les chimistes utilisèrent des tests rapides standards réagissant aux fluides biologiques. La procédure est simple. Une petite quantité de matière est prélevée à la surface de l'objet et placée dans un réactif. S'il change de couleur, cela signifie que les traces sont effectivement liées au sang. Dans ce cas, la réaction fut instantanée. Ce seul résultat permettait de comprendre qu'il ne s'agissait pas de saleté accidentelle, de peinture ou de rouille. Il s'agissait bien de traces de sang. Mais le plus important restait à venir, déterminer à qui appartenait ce sang. Le laboratoire réalisa un cycle complet d'expertise génétique. Plusieurs échantillons furent prélevés à la surface du marteau, afin d'exclure toute probabilité d'erreur. Chaque échantillon passa par l'étape d'extraction de l'ADN, son amplification et sa comparaison ultérieure avec des données de contrôle. Les données de contrôle, dans ce cas, étaient le profil génétique prélevé sur les restes d'Aisu lors de l'autopsie. Les résultats furent sans équivoque, une correspondance à 100%. Des traces de sang d'Aisu Bat Erdene avaient été conservées sur le marteau. L'étape suivante était tout aussi importante. Il fallait établir si cet outil précis avait pu causer les blessures constatées sur la victime. Des experts en traces réalisèrent un ensemble complet de procédures. Ils prirent d'abord des clichés détaillés des lésions osseuses, puis réalisèrent des modèles tridimensionnels de ces zones. Après cela, ils comparèrent la forme du percuteur du marteau avec la nature des fractures. Les dimensions, la profondeur et les contours correspondaient jusque dans les moindres détails. La conclusion des spécialistes fut claire et sans réserve. La nature des blessures correspondait entièrement au coup porté avec ce marteau. Ainsi, l'enquête obtint plusieurs confirmations clés. Premièrement, l'outil fut trouvé dans l'appartement du suspect et il était caché, ce qui indique déjà une tentative de dissimulation de preuves. Deuxièmement, des traces biologiques furent conservées sur le marteau, que le laboratoire identifia sans erreur comme étant le sang d'Aisu. Troisièmement, les blessures osseuses correspondaient à la forme et aux paramètres de cet instrument. Toutes ces données, combinées, transformèrent un objet domestique ordinaire en une preuve directe et irréfutable de crime. Désormais, l'affaire entrait dans une nouvelle phase. L'enquête n'avait plus besoin de faire des suppositions ou de se limiter à des preuves indirectes. Entre leurs mains se trouvait un objet qui liait Aisu et Namjil au moment de la tragédie, et cet objet devenait l'élément central de l'accusation. Sur la base des expertises, l'enquête se préparait à porter formellement accusation, et les preuves recueillies devaient se constituer le fondement du futur procès. Les enquêteurs comprenaient que même si un marteau avec des taches brunâtres était déjà entre leurs mains, même si l'expertise génétique avait montré une correspondance, et même si la logique des événements pointait directement vers le mari, cela ne suffisait pas pour clore l'affaire. Une affaire criminelle exige toujours d'explorer tous les scénarios possibles, même les plus improbables. Sinon, au tribunal, la défense pourrait arguer que l'enquête avait suivi une ligne prédéfinie, sans envisager d'alternative. C'est pourquoi le travail à ce stade devint minutieux, méthodique et très volumineux. La première étape fut une étude détaillée de l'entourage d'Aisu. Pour cela, des listes d'employés de son ancien lieu de travail furent demandées, les adresses des proches furent vérifiées et une liste des personnes avec lesquelles elle était régulièrement en contact fut dressée. Les enquêteurs appelèrent des collègues, rencontrèrent des voisins du quartier, interrogèrent des connaissances de la famille. Dans les procès-verbaux, des phrases sèches apparurent, caractérisées positivement. Introverti, n'avait pas de mauvaises habitudes. Aucune mention de conflit, de dette ou de litige judiciaire ne fut trouvée. Les services de sécurité des banques confirmèrent qu'elle n'avait pas de litige de crédit à son actif. Les établissements médicaux n'enregistrèrent aucune consultation liée à des situations conflictuelles. Sa vie semblait aussi calme et discrète que possible.
Quand il fut question de la famille, les enquêteurs furent obligés de vérifier absolument tout le monde, même les plus proches. L'attention se porta donc sur le fils et la fille, qui vivaient déjà depuis longtemps dans la capitale. D'abord, le relevé téléphonique fut vérifié, où se trouvaient leurs appareils pendant la période critique de 2019. Puis des données officielles sur leur présence aux cours universitaires et à leur lieu de travail furent demandées. Toutes ces informations s'assemblaient en une seule image. Tous deux se trouvaient à Oulan-Bator au moment de la disparition de leur mère, à des centaines de kilomètres de Darkhan. Pour plus de fiabilité, leurs amis, collègues et voisins de dortoir furent interrogés. Leurs témoignages coïncidaient entièrement avec les données documentaires. L'enquête n'eut pas le moindre doute sur leur alibi. L'étape suivante fut d'exclure l'intervention d'étrangers. Pour cela, les criminalistes réexaminèrent la porte d'entrée de l'appartement. Les serrures étaient en parfait état. Aucune trace d'effraction ou de forçage n'avait été détectée. Les fenêtres furent également vérifiées. Les verrous n'étaient pas endommagés. Aucune trace d'intrusion de l'extérieur n'était présente. De plus, les voisins du palier se souvenaient que pendant tout ce temps, ils n'avaient vu aucun invité suspect chez Namjil. Personne ne venait tard le soir, ne restait dans l'appartement plus longtemps que d'habitude. L'atmosphère autour de la famille donnait l'impression d'isolement plutôt que d'ouverture à des étrangers. Les enquêteurs comparèrent toutes ces données. Aizu n'avait pas d'ennemis extérieurs. Le fils et la fille n'avaient pas la possibilité physique d'être présents pendant la période critique. Aucune intrusion extérieure dans l'appartement n'avait été enregistrée. Il en résultait que toutes les versions alternatives tombaient automatiquement. Et plus ces pistes étaient approfondies, plus il devenait évident que la seule personne ayant le mobile, la possibilité et un accès complet restait une seule, son mari. À ce stade, le tableau commença à se préciser définitivement pour l'enquête. La version de l'agresseur aléatoire fut écartée. La version due au départ volontaire fut détruite par le passeport, le téléphone et les données bancaires. La version du conflit familial avec la participation d'autres proches ne fut pas confirmée. La boucle était bouclée. Toutes les pistes menaient à Namjil. Et désormais, les enquêteurs avaient la possibilité de passer à l'étape suivante, la formulation de l'accusation, basée non seulement sur des preuves indirectes, mais aussi sur des preuves directes recueillies au cours de l'enquête. Quand les enquêteurs eurent rassemblé les preuves de base dans le dossier, le paquet trouvé, le marteau avec des taches brunâtres et les données numériques, ils comprirent que cela ne suffisait pas pour une accusation complète. Un tribunal exige non seulement des preuves matérielles, mais aussi une compréhension des raisons qui auraient pu pousser une personne à commettre un crime. C'est pourquoi l'enquête se concentra alors sur la personnalité de Namjil. Les enquêteurs commencèrent à approfondir son passé, à étudier son comportement, à interroger ses proches et ses collègues. Il fallait comprendre ce qui se cachait derrière la façade du mari et voisin tranquille, tel que tout le monde le connaissait. La première étape fut un nouvel interrogatoire des proches. Cette fois, les conversations ne se limitèrent pas à des généralités, mais s'articulèrent autour de questions précises. Les proches furent invités à se souvenir de scènes de la vie quotidienne, du contenu des disputes, de ce qu'ils avaient remarqué dans les interactions du couple. Le tableau commença à changer. Il apparut que les relations entre Aizu et Namjil n'avaient jamais été sans nuages. Si en public ils maintenaient une apparence de calme, à la maison des conflits éclataient régulièrement. Le thème central était l'argent. Namjil contrôlait strictement toutes les dépenses, exigeant que toutes les dépenses familiales passent par lui. Aizu avait à plusieurs reprises exprimé son mécontentement, et c'était le plus souvent la cause des disputes. Les proches soulignèrent, il ne tolérait aucune objection en matière de finances, les percevant comme un défi à son autorité. Parallèlement, l'enquête demanda des documents concernant son activité professionnelle. Sur le papier, son ancienneté semblait solide, mais lorsque les réponses officielles arrivèrent, il devint clair qu'un tournant s'était produit en 2019. Quelques semaines avant la disparition d'Aizu, il avait perdu son emploi. La formulation d'un commun accord semblait formelle, mais pour les enquêteurs, c'était un signal sans équivoque. La perte de la source de revenus coïncidait temporellement avec la disparition de sa femme. Il était fort probable que ce fait ait été le catalyseur des événements. Une vérification ultérieure montra qu'il avait dissimulé l'information sur son licenciement. Les proches et les enfants étaient convaincus que le père continuait de travailler. Selon eux, il quittait la maison tous les jours, tôt le matin, et rentrait le soir, créant l'illusion d'un emploi du temps normal. Ce comportement semblait étrange. Pourquoi maintenir une telle tromperie ? Mais pour l'enquête,
tout s'assemblait en une chaîne logique. Il ne voulait pas que sa famille connaisse la vérité. Ayant perdu un revenu stable et son statut, il se trouvait dans un état de stress constant et de peur d'être démasqué. Les témoignages des témoins permirent de reconstituer le tableau. Pendant cette période, les disputes entre les époux étaient devenues plus fréquentes. Aizu exprimait son mécontentement quant au retard de paiement et aux restrictions de dépenses. Mais elle ignorait l'essentiel, son mari ne travaillait plus. Pour les enquêteurs, ce fut une découverte importante, une crise cachée qu'ils ne pouvaient exprimer, et la tension au sein de la famille ne faisait qu'augmenter. 3 éléments clés qui définissaient le mobile apparurent dans le dossier. Le premier, des conflits domestiques chroniques liés aux finances qui duraient depuis des années. Le deuxième, un licenciement soudain en 2019 qui coïncidait temporellement avec la disparition de la femme. Le troisième, un mensonge délibéré, entretenu quotidiennement. Alors qu'il continuait d'aller au travail, alors qu'en réalité il n'avait plus d'emploi. Ce trio de facteurs brossait un portrait clair d'un homme acculé, sans revenu, sans possibilité de se confesser à sa famille et sous la peur constante d'être démasqué. Pour l'enquête, cela signifiait qu'ils avaient désormais non seulement l'arme du crime et des preuves directes, mais aussi une base psychologique qui expliquait le mobile. Namjil cessa d'être simplement le propriétaire de l'appartement où des restes avaient été trouvés. Il devint une figure dont la biographie et les actes s'inscrivaient dans une logique d'enquête cohérente. La faillite financière, le mensonge et l'incapacité de se confesser à sa femme devinrent la clé de la compréhension des raisons pour lesquelles les événements de 2019 se terminèrent tragiquement. Cette conclusion devint un autre maillon solide de l'accusation. L'enquête pouvait passer au niveau suivant, la préparation du dossier pour sa présentation au tribunal, où le mobile, les preuves et les témoignages devaient s'assembler en un système de preuves unifié. L'interrogatoire de Namjil n'était pas une simple procédure. Il fut le point central de toute l'enquête. Ce jour-là, les enquêteurs s'étaient dû préparer avec une minutie particulière. Sur la table étaient rassemblées toutes les preuves clés, collectées au cours de plusieurs mois de travail acharné. L'atmosphère dans la pièce était froide, officielle, mais c'était précisément cette sécheresse et cette retenue qui rendaient chaque mot lourd de sens. Namjil était assis en face, se montrant extérieurement calme, bien qu'il fût évident que la tension interne augmentait. Il comprenait que la situation avait changé et qu'il ne pourrait plus se contenter des paroles habituelles sur le fait que sa femme était partie. L'enquêteur commença l'interrogatoire sans préambule superflu. Il n'y eut ni pression vocale, ni menace directe. Il agit selon un schéma bien rodé. Il déposa les preuves une par une. Le premier objet posé sur la table fut le téléphone portable, trouvé dans l'appartement. C'était l'appareil même qu'Aizu utilisait. L'enquêteur nota: la dernière activité remontait à 2019. Depuis lors, l'appareil n'avait plus été connecté au réseau. Cela signifiait que la version du départ s'effondrait immédiatement, car la femme n'aurait pas pu communiquer depuis un autre pays en laissant son téléphone à la maison. Ensuite, un deuxième objet apparut sur la table, le passeport. Il fut découvert dans une cachette sous le plancher. Ce document excluait définitivement la possibilité qu'Aizu ait pu quitter la ville. Elle n'avait tout simplement aucune chance de sortir du pays, ni même de sa région. L'enquêteur souligna aucune traversée de frontières, aucun enregistrement, aucune trace de son existence officielle après 2019. Et enfin, le troisième objet fut un paquet transparent contenant un marteau. Des taches, immédiatement visibles, se trouvaient à sa surface. Ce fut le moment où la tension dans la pièce atteignit son maximum. L'enquêteur déplia les papiers et lut les résultats de l'expertise. Les taches sur le percuteur, c'était du sang. De plus, l'expertise ADN réalisée montra une correspondance totale avec le profil biologique d'Aizu. Cela signifiait que l'objet n'avait pas simplement été trouvé dans l'appartement, mais qu'il liait directement Namjil à la mort de sa femme. La réaction du suspect fut consignée dans le procès verbal. Jusque-là, il répondait par monosyllabes, faisait semblant de ne pas comprendre la substance des faits présentés. Mais après la lecture des résultats de l'analyse, il changea radicalement. Il baissa le regard, cessa de regarder l'enquêteur et resta longtemps silencieux. Il tenta plusieurs fois de dire quelque chose, mais les mots ne sortirent-ils pas. À ce moment-là, il devint clair. La défense s'effondrait. L'enquêteur ne se pressa pas. Il laissa le temps au suspect de réaliser la situation. Puis, il fit le dernier pas, le plus important. Il ne demanda pas directement le meurtre, ne réclama pas d'explication sur les restes trouvés. Au lieu de cela, il prononça une phrase qui frappa au cœur même.
A-t-elle découvert que vous aviez été licencié et c'est à cause de cela qu'un conflit a éclaté? Cette réplique sonnait calmement, mais elle contenait le mobile que l'enquête avait établi auparavant. Ces mots furent un tournant. Auparavant, Namjil aurait pu nier les preuves, affirmer que sa femme avait oublié son téléphone ou n'avait pas eu le temps de prendre son passeport. Mais il était maintenant question de ce qui liait réellement les événements de 2019. Il avait caché son licenciement, caché ses problèmes financiers et, très probablement, c'est cela qui avait conduit au conflit. Sur le visage du suspect apparut pour la première fois une réaction visible. Il détourna les yeux des preuves, commença à gigoter sur sa chaise, essayait de trouver ses mots. Sa retenue extérieure disparut. Après quelques minutes de silence, il commença à parler. Son discours était décousu, inégal. Au début, ce n'étaient que des phrases isolées, non liées en un récit cohérent. Il parla de fatigue, de disputes, de ce qu'il n'avait pas voulu que cela se passe ainsi, mais que cela s'était passé ainsi. Tout cela fut enregistré sur dictaphone. L'enquête obtint ce qu'elle cherchait depuis plusieurs mois. Le suspect commença à faire des aveux. Ce moment devint le véritable point culminant. Auparavant, l'enquête ne disposait que d'indices et de preuves indirectes. Désormais, la voix de l'homme même qui avait caché la vérité pendant toutes ces années était apparue. L'interrogatoire transforma un ensemble de faits en une image unique. À partir de ce moment, l'affaire entra dans une nouvelle phase, où la tâche principale fut de consigner chaque détail de l'aveu, de reconstituer la chronologie exacte des événements de 2019, et de prouver définitivement que la disparition d'Aizou n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat des actions conscientes de son mari. Quand l'aveu fut prononcé dans la salle d'interrogatoire, la tension atteignit son paroxysme. Les enquêteurs comprenaient que les mots n'étaient que la moitié du travail. Dans la pratique judiciaire, il arrivait souvent que des personnes acceptent les accusations simplement parce qu'elles étaient épuisées par la pression ou qu'elles cherchaient à adoucir leur sort. Par conséquent, de simples aveux ne suffisaient pas à clore l'affaire. Il fallait des faits concrets, des détails que personne d'autre n'aurait pu connaître, à moins d'avoir été un participant. C'est alors que l'enquêteur fit un geste qui, dans de telles situations, décidait de tout. Il posa une question dénuée d'ambiguïté, une question qui exigeait une réponse précise. Il demanda « Où avaient disparu les vêtements d'Aizou, ceux-là même dans lesquels elle avait été vue pour la dernière fois en 2019 ?» Un silence lourd plana dans la pièce. Namjil était assis, les yeux baissés vers le sol, et il semblait qu'il luttait contre lui-même. Son front était couvert de sueur, ses doigts se serraient. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, et on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans la pièce. Il semblait qu'il essayait toujours de décider s'il devait continuer à se taire ou dire la vérité. Mais ensuite, presque dans un murmure, il prononça des mots qui changèrent le cours de l'affaire. Il nomma un lieu précis, à la cave, dans le conduit de ventilation. Les mots sonnaient étouffés, comme arrachés du plus profond de sa conscience. Pour les enquêteurs, c'était un signal. S'il mentait, la tromperie serait vite dévoilée. Mais s'il disait la vérité, ce détail précis deviendrait crucial, car dans aucun procès verbal, dans aucun rapport d'inspection de la cave, une telle mention n'avait été faite. La même nuit, ils dressèrent un ordre de perquisition renouvelé de la maison. Le matin, avec le premier groupe d'opératifs, des témoins et des criminalistes, ils descendirent à la cave. La cave elle-même était une pièce sombre et abandonnée. Les murs de béton étaient recouverts de taches d'humidité, de vieilles poussières partout et des traces de rouille sur les tuyaux. L'air était épais, lourd, sentant le moisi. Des lampes faibles éclairaient les passages et chaque pas résonnait d'un écho sourd. Les enquêteurs se déplaçaient méthodiquement, vérifiant chaque recoin, enregistrant tout en photo et en vidéo. Finalement, ils atteignirent l'ouverture de ventilation. À première vue, elle ne se distinguait en rien des autres, mais un examen attentif révéla un détail important. La grille n'était pas vissée comme les autres. Elle était légèrement tordue, et l'une des fixations présentait une égratignure fraîche, comme si elle avait été récemment ouverte. L'agent retira délicatement la grille, éclaira l'intérieur avec une lampe de poche. Au fond du conduit, quelque chose brillait. À l'aide d'un crochet, ils retirèrent un paquet. Un vieux sac en plastique, solidement noué. Sa surface était recouverte d'une couche de poussière et de toiles d'araignée, mais il était visible qu'il avait été délibérément caché, là un jour. Toutes les actions furent enregistrées. Les témoins signèrent les procès-verbaux. Lorsque le paquet fut ouvert, il contenait des vêtements de femme. Les articles étaient soigneusement pliés,
comme s'ils avaient été préparés pour être rangés. Les couleurs du tissu s'étaient estompées, mais l'apparence générale était conservée. Les proches d'Aizu reconnurent immédiatement les articles. C'était la tenue qu'elle portait peu avant sa disparition. Une blouse brodée se distinguait particulièrement, des détails impossibles à confondre avec autre chose. Pour l'enquête, cette découverte avait une valeur immense. Premièrement, elle confirmait les dires du suspect. Seul lui pouvait savoir où les vêtements avaient disparu. Deuxièmement, les objets devinrent des preuves matérielles. Des traces restèrent sur le tissu que les criminalistes prélevèrent immédiatement pour expertise. Au laboratoire, il fut établi plus tard qu'il y avait des traces de sang, correspondant parfaitement au profil biologique d'Aizu. Cela mit un point final à la question. Namjil aurait-il pu s'accuser à tort? Non, il avait nommé l'endroit exact et décrit le contenu à l'avance. À ce moment-là, le puzzle s'assembla définitivement. L'aveu était étayé par des preuves, et désormais, la défense du suspect ne pouvait plus affirmer que la pression l'avait forcé à avouer. Trop de coïncidences, trop de détails qui correspondaient aux témoignages et aux résultats des expertises. L'enquête disposait désormais non seulement de son aveu, mais aussi de la preuve que celui-ci était véridique. Cette découverte fut un tournant. L'affaire, qui pendant longtemps avait ressemblé à une succession d'indices indirects et de soupçons, avait désormais une base solide. L'enquête avait obtenu la clé pour comprendre comment les événements de cette nuit fatidique s'étaient déroulés. Le plus important restait à venir, reconstituer le tableau complet de ce qui s'était passé à partir des propres paroles de Namjil et le consigner dans le dossier afin qu'aucun doute ne puisse plus ébranler la conclusion finale. Dans les documents officiels et les procès-verbaux d'interrogatoire est consignée la peinture complète du déroulement de cette soirée de 2019. Namjil, déjà accablé par le poids de preuves irréfutables, a fait des déclarations détaillées. Il a raconté que tout avait commencé par une conversation ordinaire sur des questions domestiques, mais que le dialogue s'était progressivement transformé en un grave conflit. Aizu, selon lui, avait découvert qu'il cachait son licenciement. Pendant plusieurs mois, il avait continué à quitter la maison le matin, comme s'il allait au travail, et à rentrer le soir, s'efforçant de maintenir un rythme habituel pour que personne ne se doute de rien. En réalité, il ne travaillait plus depuis longtemps et n'avait pas de revenus stables. Cela avait été la cause d'une tension constante. Selon Namjil, sa femme l'avait directement interrogé sur l'argent et sur la raison pour laquelle les comptes se vidaient. La conversation avait rapidement dérapé en reproches et accusations, et chacun d'eux avait de plus en plus élevé la voix. L'enquête a noté que l'aveu de Namjil ne contenait aucune coloration émotionnelle, mais les détails confirment le contexte domestique du conflit. Ce jour-là, il se trouvait dans la pièce où se déroulaient de petits travaux de réparation. Des outils y étaient opposés, y compris un marteau. Namjil a avoué, au paroxysme de la dispute, il a saisi cet objet et a frappé sa femme à la tête. Le procès-verbal a enregistré ces paroles sans détails supplémentaires. J'ai pris, j'ai frappé. Il a souligné qu'il avait agi dans un état d'affect et que tout s'était produit soudainement. Aizu a immédiatement perdu connaissance. Namjil s'est approché, s'est penché sur elle et a compris qu'elle ne respirait plus. Lors de l'interrogatoire, il a noté « J'ai réalisé qu'elle était morte ». Après cet événement, de son propre aveu, il a paniqué. Mais la peur de la police et de la prison s'est avérée plus forte que tout autre sentiment. Namjil était convaincu que s'il demandait de l'aide, il serait immédiatement accusé d'un crime intentionnel et emprisonné. À ce moment-là, il a pris la décision de n'appeler personne. Un autre motif, qu'il a lui-même déclaré, concernait sa famille. Il a avoué qu'il craignait d'être démasqué aux yeux de ses proches. Le procès-verbal a enregistré ces paroles. « Je ne voulais pas que les enfants apprennent que leur père était un meurtrier. » Ensuite, il a agi méthodiquement. Pour cacher les traces de ce qui s'était passé, Namjil a utilisé des tissus, du film plastique, du sel et de la chaux, s'efforçant d'empêcher l'apparition d'odeurs. Il a tout transporté dans une pièce séparée, qu'il a ensuite fermée. Cette pièce est devenue pendant de longues années une cachette où personne, à part lui, n'est jamais entré. Ses actions ultérieures ne font que confirmer qu'il a consciemment construit une illusion. Il a commencé à correspondre au nom de sa femme, utilisant ses comptes. Les messages étaient en cours. « Tout va bien pour moi, je reviens bientôt ». Pour maintenir la crédibilité, il achetait périodiquement des vêtements pour femmes, des produits d'hygiène personnelle, commandait parfois même des articles qu'Aizu aurait prétendument utilisés. Tout cela visait à une seule chose, maintenir l'illusion auprès de son entourage qu'elle était toujours en vie, simplement en voyage.
Aux yeux des voisins et des proches, la situation semblait plausible. Personne n'avait déposé de plainte, car tous étaient convaincus de la version énoncée par Namjil lui-même. Ce n'est que des années plus tard qu'une plainte fortuite concernant une odeur est devenue le point de départ de la découverte de cette histoire. Mais l'aveu du suspect a finalement confirmé. La disparition d'Aizu en 2019 n'était pas volontaire et n'était pas liée à son départ. C'était un conflit au sein de la famille qui s'était terminé tragiquement. Sur la base de ces aveux et des preuves recueillies, l'enquête a établi une conclusion clé. Aizu n'a pas quitté la maison d'elle-même. Sa disparition a été méticuleusement mise en scène. Namjil a maintenu un mensonge pendant plusieurs années, créant une apparence de vie normale, alors qu'en réalité, à ses côtés, tout ce temps, se trouvait son propre secret. Désormais, la tâche de l'enquête consistait à formaliser la base de preuves complète et à préparer les éléments pour la transmission du dossier au tribunal. Après l'aveu consigné au procès-verbal, les enquêteurs se fixèrent une nouvelle tâche, reconstituer l'intégralité des événements. Non pas simplement comprendre le déroulement général de l'affaire, mais suivre en détail ce que Namjil avait fait le jour de la tragédie et les années suivantes. La reconstruction devint un élément essentiel. Sans elle, il était impossible de montrer au tribunal l'ampleur et la systématicité de ses actions. Chaque mouvement, chaque acte devait être confirmé et inséré dans une chronologie rigoureuse. D'après les éléments du dossier, immédiatement après le conflit et le coup, Namjil n'a entrepris aucune tentative pour appeler à l'aide. Il n'a appelé ni les urgences, ni la police. Au lieu de cela, il a presque immédiatement agi comme s'il avait un plan prémédité. Sa première démarche a été de se rendre dans des magasins de bricolage. Il y a acheté des sacs de sel, de la chaux, plusieurs coupons de tissu épais, une bâche de construction et de la corde. Les reçus ont permis d'établir l'heure exacte et même les points de vente spécifiques. Ces données ont ensuite été incluses dans les pièces du dossier pénal, comme preuve de préparation à la dissimulation. De retour chez lui, il a traité la trouvaille dans la pièce. Il l'a d'abord recouverte de sel, puis a ajouté de la chaux. Tout cela a été fait pour ralentir les processus naturels. Ensuite, il a enveloppé le paquet dans du tissu, l'a recouvert de film plastique et l'a solidement attaché avec de la corde. Le paquet résultant était grand et lourd, mais il l'a soigneusement transporté dans la pièce du fond, qui était pratiquement inutilisée. C'est cette pièce qui s'est plus tard transformée en cachette, où il ne laissait plus personne entrer. Il gardait la porte fermée et la clé était toujours sur lui. Namjil ne s'est pas arrêté là. Il comprenait qu'une simple dissimulation physique ne suffirait pas. Tôt ou tard, l'absence de sa femme susciterait des questions. Il a donc décidé de construire une légende, de créer l'illusion qu'Aizu était simplement parti et continuait à vivre quelque part loin. Pour cela, il a commencé à utiliser activement son téléphone. Il se connectait à ses comptes, écrivait de courts messages aux proches et aux enfants. Le contenu de ces messages était toujours du même type et le plus neutre possible. « Tout va bien pour moi. Je reviens bientôt. Ne vous inquiétez pas. » Il n'y avait pas de détails personnels, caractéristiques d'une vraie conversation. Pas un seul appel, pas une seule visioconférence, seulement de courts textes. Mais cela s'est avéré suffisant pour apaiser ses proches pendant un certain temps. Lorsque quelqu'un demandait directement où était Aizu, il répondait évasivement. Aux enfants, il disait que leur mère avait des problèmes de connexion ou qu'elle était trop occupée. Aux voisins, il informait que sa femme était partie chez des proches, mais ne donnait pas d'adresse exacte ni de date de retour. Dans de rares cas, il montrait même l'écran de son téléphone avec de nouveaux messages, censés confirmer ses dires. Tout cela créait une illusion de crédibilité. Il a maintenu tout ce stratagème pendant 4 ans. Pendant tout ce temps, Namjil a vécu dans le même appartement. Il continuait à utiliser la cuisine, à regarder la télévision, à suivre ses itinéraires habituels. Mais il a transformé une pièce en zone interdite. Quand des invités venaient, il les gardait dans le couloir ou au maximum dans la cuisine. Si quelqu'un tentait d'aller plus loin, il trouvait une raison de l'arrêter. Il disait qu'il y avait des travaux, ou qu'Aizu se reposait, ou que la porte était fermée. De cette manière, il contrôlait strictement l'espace. Pour encore plus de crédibilité, il achetait parfois des articles féminins. Le dossier fait état d'achats d'articles d'hygiène, de vêtements et d'accessoires féminins. Ces achats ont ensuite été confirmés par des reçus de caisse et des témoignages de vendeurs. Tout cela a été interprété par l'enquête comme des actions conscientes, visant à créer l'illusion de la présence d'une femme dans la maison. C'est ainsi que Namjil a vécu côte à côte avec le paquet soigneusement dissimulé. 4 ans, c'est 1460 jours.
Chaque jour, il entrait dans l'appartement, sachant que derrière la porte fermée se trouvait la preuve de son acte. Chaque jour, il maintenait le mensonge. Des correspondances au nom de sa femme, de fausses explications aux proches et aux voisins, des achats créant l'apparence d'une vie de famille normale. Cette reconstitution a montré à l'enquête l'ampleur du travail qu'il avait accompli. Il ne s'agissait pas d'un acte accidentel, ni d'une réaction impulsive, mais d'une dissimulation systématique et de sang-froid. Tout semblait être un plan méticuleusement élaboré, où chaque étape avait sa place et son but. C'est cette logique d'action qui a été décisive lors de la préparation du dossier pour le tribunal. Les enquêteurs ont pu démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un conflit domestique, mais d'une tromperie à plusieurs niveaux, étalée sur des années. C'est cette conclusion qui est devenue la clé de la prochaine étape, la consolidation juridique des accusations, la formulation de la position finale de l'enquête et la préparation du processus judiciaire. Le procès de Namjil Bat Erdan est devenu le point culminant de toute l'histoire, longue, douloureuse et effrayante. Tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment, l'enquête minutieuse, la recherche de preuves, les interrogatoires et expertises sans fin, a enfin pris forme dans des documents juridiques stricts. Chaque ligne de l'acte d'accusation a été vérifiée et revérifiée. L'enquête est arrivée au tribunal avec un tel volume de preuves qu'il ne restait pratiquement aucun doute. L'accusation a été formulée de manière claire et extrêmement précise. Le chef d'accusation principal concernait la privation de vie intentionnelle de son épouse, avec une attention particulière portée aux épisodes liés aux actions de dissimulation ultérieures. L'enquête a insisté. Il n'a pas seulement commis le crime, mais pendant 4 longues années, il a maintenu un mensonge soigneusement construit, trompant sa famille, ses voisins, ses collègues et même ses propres enfants. Ce fait, selon l'accusation, rendait son acte encore plus cruel et cynique. Lorsque le procureur a lu pour la première fois les accusations dans la salle d'audience, l'atmosphère est devenue extrêmement tendue. Toutes les personnes présentes attendaient la réaction de Namjil. Il aurait pu continuer à nier, tenter de se justifier, mais a choisi une autre voie, l'aveu. Ces mots ont été prononcés avec retenue, presque détachés. Il a confirmé tout ce que les enquêteurs savaient déjà. Il n'y a eu ni déclaration fracassante, ni tentative de susciter la compassion. Il semblait simplement constater un fait qu'il ne comptait plus contester. Mais l'aveu n'a pas simplifié le processus. La défense a tenté de lui trouver le moindre adoucissement. Les avocats ont parlé d'un état psychologique difficile, du fait qu'en 2019, il s'était retrouvé sous la pression de nombreuses circonstances. Perte d'emploi, conflits familiaux constants, peur de la révélation. Selon leur version, il avait agi dans un état de forte tension émotionnelle, et donc, il ne s'agissait pas d'un calcul de sang-froid, mais d'une explosion d'affect. Ils ont insisté, oui, il est coupable, mais la peine doit tenir compte de ces nuances. L'accusation, quant à elle, a adopté une ligne complètement différente. Le procureur a rappelé que tout ce qui s'était passé après la soirée fatidique contredisait entièrement la version de l'accident. L'achat de matériaux spéciaux, la création d'une image numérique de la femme, l'envoi de messages en son nom. Le maintien de la légende du départ pendant 4 ans, ce n'est pas un affect, c'est un travail froid, prémédité et systématique de dissimulation des traces. De plus, l'accusation a souligné que ces actions causaient une douleur supplémentaire à la famille et aux proches, qui continuaient à vivre dans l'attente, à croire en la légende créée par Namjil. Le tribunal a écouté attentivement les 2 parties. Chaque argument a été enregistré, chaque détail a été discuté. Le juge a analysé non seulement les arguments émotionnels, mais aussi les faits, confirmés par des documents, des expertises et des témoignages. Au cours des audiences, il était clair, malgré les tentatives de la défense d'atténuer la situation, le fond du dossier était trop lourd. L'aveu de culpabilité ne faisait que confirmer les conclusions de l'enquête et n'allégeait en rien sa responsabilité. Le jour du prononcé du verdict, un silence particulier régnait dans la salle. Il semblait que même l'air s'était épaissi. Le juge parlait d'un ton sec et officiel, mais chaque mot avait son poids. D'abord, les articles pour lesquels il était reconnu coupable ont été énumérés. Ensuite, il a été expliqué en détail pourquoi les arguments de la défense concernant l'état d'affect n'avaient pas été confirmés. Les actions de Namjil, après la tragédie, s'étaient avérées trop méthodiques et prolongées. Tout indiquait qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il le faisait consciemment. Et, enfin, le principal a été prononcé coupable. Le tribunal lui a infligé une longue peine de privation de liberté, mettant de fait un terme à cette histoire.
Ce fut un verdict qui non seulement a déterminé son destin futur, mais est aussi devenu une sorte de finale pour des années de mensonges, de tromperies et d'horreurs qui avaient entouré sa famille et ses proches. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, ce moment a été à la fois un soulagement et un choc. Un soulagement parce que la vérité a enfin reçu une confirmation juridique. Un choc parce qu'il est devenu définitivement clair à quel point une personne peut aller loin pour cacher son acte. L'affaire a été classée, mais avec elle, non seulement l'histoire du crime s'est achevée, mais aussi toute une époque dans la vie de la famille, des voisins, des amis. Les personnes qui avaient vécu dans l'ignorance pendant 4 ans ont obtenu des réponses. Mais ces réponses se sont avérées si effrayantes que le souvenir en est resté à jamais. Ainsi s'est terminé le procès, mais la trace laissée par cette histoire est restée bien plus profonde que les lignes du verdict. Elle est restée dans la mémoire des personnes qui ont fait partie de cette tragédie et est devenue un sujet de discussion pour toute la société, comme un exemple de ce dont un homme est capable lorsqu'il est pris dans les mailles du mensonge et de la peur. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec le verdict du tribunal. Au contraire, c'est précisément à partir de ce moment que pour la famille a commencé une nouvelle étape, encore plus difficile, car le processus a duré des mois, et pendant tout ce temps, les proches gardaient un infime espoir. Peut-être que tout n'était qu'un malentendu, peut-être que le père n'admettrait qu'une partie de sa culpabilité, et que le reste serait une accusation plus légère. Mais après le prononcé du verdict, les illusions se sont dissipées. La sentence a mis un point final, et à ce moment-là, pour les enfants d'Aïssou, tout s'est effondré d'un coup. Ils avaient perdu leur mère déjà en 2019, bien qu'à l'époque, il leur semblait qu'elle était simplement partie. Pendant 4 longues années, ils ont cru aux messages qui arrivaient sur les téléphones. De courtes phrases « Tout va bien »,« Je reviens bientôt »,« Ne vous inquiétez pas ». Ces lignes les soutenaient, leur permettant de ne pas se poser de questions angoissantes. Mais maintenant, il s'est avéré que pendant toutes ces années, leur propre père jouait avec eux. Et quand la vérité a éclaté, le coup a été doublement plus fort. Non seulement la disparition de la mère, mais la trahison du père, qui les a privés des 2 parents à la fois. Après le procès, ils ont complètement rompu tout contact avec lui. Pas une seule lettre, pas une seule tentative de venir lui rendre visite. Pour eux, il a cessé d'exister, comme s'il n'avait jamais été là. Dans les documents officiels, il est toujours leur père, mais au fond d'eux, ils ont coupé ce lien. Cette rupture fut silencieuse, mais absolue. Et ce n'est pas surprenant. Quand la personne qui aurait dû être un soutien devient soudain une source d'horreur, il ne reste ni force ni désir de réconciliation. Ils sont restés orphelins avec un parent vivant. Une telle situation est peut-être plus difficile que la mort elle-même. Car, en cas de perte, il y a le chagrin, mais pas la trahison. Ici, c'est une double douleur. La perte de la mère et la conscience que celui qui est resté l'a lui-même privé d'elle. En un instant, tout leur monde s'est transformé en un désert brûlé, sans passé ni futur, seulement un souvenir dont on veut s'échapper. Le sort de l'appartement est également devenu partie intégrante de cet héritage terrifiant. Après l'enquête, le logement a été scellé, puis, une fois toutes les preuves retirées, il s'est transformé en une boîte vide, emplie d'un silence mortel. Les proches n'ont même pas essayé de s'y installer. Personne n'osait franchir le seuil. Il semblait que l'atmosphère même de l'appartement était imprégnée de mystère et d'horreur. Les voisins s'efforçaient d'éviter la porte, et dans leur conversation, ils ont commencé à l'appeler « l'appartement avec la momie ». Ce nom lui est resté si fortement que même dans les annonces de vente, les gens trouvaient une raison de refuser, ayant appris son passé. À plusieurs reprises, des agents entreprenants ont tenté de le mettre sur le marché, proposant un prix inférieur à celui du marché, mais tout était inutile. Personne ne voulait lier sa vie à un endroit où un terrible secret avait été caché pendant 4 ans. Progressivement, l'appartement s'est transformé en un monument silencieux. Le soir, ses fenêtres restaient sombres, et dans la cour, les enfants se faisaient peur avec des histoires sur cet appartement. Même les passants occasionnels, en entendant l'adresse, la reconnaissaient et se taisaient. Ainsi, l'espace qui avait autrefois été un foyer pour une famille s'est transformé en un symbole de destruction. Et si l'on se souvient de ce qu'était cet appartement auparavant, le contraste devient presque insoutenable, car c'est ici que la famille se réunissait à table, célébrait les fêtes, recevait des invités. Ici résonnaient les rires et les conversations, la vie bouillonnait. Mais après 2019, tout a changé, et les murs ont absorbé des souvenirs bien différents. L'obscurité, le silence et la solitude. Maintenant,
Cette maison est devenue pour la ville un exemple de la façon dont un seul crime peut transformer un espace de vie en un lieu dont on se détourne. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est son paradoxe final. Namjil a toujours répété, il voulait préserver sa famille. Il voulait que les enfants pensent que leur mère était vivante et quelque part loin, qu'ils continuent à ressentir sa présence. C'est précisément pour cela qu'il a falsifié des messages, inventé la légende du départ. Dans sa tête, cela ressemblait à une tentative de protéger sa famille de la douleur. Mais en réalité, ces actes ont tout détruit. Aizu n'est plus là. Les enfants ont perdu à la fois leur mère et leur père. L'appartement est devenu un endroit que personne ne veut même plus voir. Le nom de la famille Baterden est désormais lié non pas au respect et à la mémoire, mais à une histoire horrible que se chuchotent les voisins. Il en ressort que tous les efforts de Namjil ont abouti exactement au résultat inverse. Au lieu de préserver la famille, sa destruction totale. Au lieu de la protection, une ruine totale. Au lieu de l'amour, un mensonge froid et une procédure judiciaire. Ce qu'il appelait « prendre soin » s'est en fait avéré être une trahison. Ces mots « je voulais préserver la famille » ont conduit à l'effondrement complet de tout ce qu'ils avaient. Il ne reste maintenant qu'une trace dans les dossiers pénaux, des articles de journaux et un appartement vide qui rappelle qu'un seul mensonge peut parfois anéantir toute une vie. Laisser des ruines là où il y avait autrefois chaleur et lumière.